Donc voilà, au cas où vous avez des codes Wi-Fi partout s'il y a besoin. Je sais que la dernière fois, c'était le souci numéro un, c'est qu'on n'a pas de Wi-Fi. C'est juste pour faire ça. Donc encore du Wi-Fi au cas où. Mais surtout, donc 3 QR, celui-là, ça va être le plus intéressant pour vous. Je ne sais pas si vous êtes très QR, mais c'est tout simple qu'on a pour interagir avec vous. Ça vous ramène vers un formulaire. Vous pouvez y laisser une adresse Ethereum et un pseudo. C'est tout ce qu'il vous faut pour participer à un jeu au concours où on a environ $80 là pour le gagnant ce soir. Et, en token et quelques autres trucs. Et littéralement, le seul truc, c'est d'aller dans un formulaire, coller votre adresse Ethereum et mettre un pseudo. C'est un bon investissement. Et le troisième, c'est juste notre groupe Telegram. Donc vous nous retrouvez /DeFiFrance sur Telegram si vous voulez suivre un peu ce qui se passe sur le mouvement. Donc, aujourd'hui, on va parler échange et gestion d'actifs décentralisés. Et c'est un sujet assez excitant pour nous parce qu'on a dans l'équipe de DeFi France en tant qu'orga Mounir, qui est lui-même le créateur d'un agrégateur d'échange vraiment impressionnant en termes de... En fait, Mounir lutte tout seul contre des teams de 20 à 30 personnes et son produit a des features équivalentes, si ce n'est supérieures, à ces teams. Donc, il vous en parlera tout à l'heure. Mais on a aussi Julien de Stake Capital pour parler de staking et une démo d'AV qui est en gros un protocole alternatif à Compound pour ceux qui connaissent ça. Et moi, je vais être là en sandwich au début pour vous parler un peu de DeFi France et à la fin pour vous parler un peu de Monex. Du coup, DeFi France d'abord, parce qu'il se passe des choses super intéressantes à ce niveau-là. Donc en fait, depuis 2 semaines, je suis parti dans une petite quête de voir un peu, d'essayer de cartographier la finance décentralisée dans le monde et qu'est-ce qui se passe en termes de mouvements comme le nôtre à Paris ou dans les autres villes qui s'organisent pour parler de tout ça. Et je me suis rendu compte de plusieurs choses. Déjà, il y a eu une dizaine de meet-ups qui se sont créés dans le monde le mois dernier là-dessus. Donc quasiment en fait, le nombre double presque tous les mois à ce rythme-là. Et l'autre truc qui est plutôt enthousiasmant, c'est qu'en fait, on est quasiment le plus grand alors qu'on a un mois. Et le plus vieux, c'est New York. Ils ont 1 an et ils ont 350 personnes dans leur groupe Meetup. Nous, on a 6 semaines et on a 200 personnes. Donc, bravo les gars. Donc ouais, ça c'est juste le menu pour ce soir. On y reviendra tranquillement. Donc, un petit point sur la défi dans le monde. Mounir qui vous parlera de DEX et de Swap. Julien qui ira sur le staking et on finira avec Marc Zeller pour une démo d'AV. Donc, ce que je vous disais, sur le groupe, on a 220 personnes sur le Meetup, à peu près 200 sur Telegram. Et dans l'ensemble, et c'est peut-être le chiffre le plus intéressant, j'ai trouvé environ 2000 personnes uniques impliquées dans au moins un groupe DeFi local. Voilà, ça vous donne une idée, il y a environ 2000 personnes qui sont assez intéressées par ça pour aller se déplacer à un Meetup, parler, contribuer, poser leurs questions. C'est à peu près la taille de l'industrie, enfin des gens qui sont vraiment actifs dedans. Du coup, niveau DeFi France, là, il se passe plein de choses. La première, c'est qu'on a fait une énorme upgrade au niveau de la caméra. Et vous allez le voir sur le rendu. Donc, vous allez avoir une image beaucoup plus propre. Et surtout, on est en live, non? Ouais, non. On est en live sur Zoom, le lien a dû être partagé. Donc, voilà, en mode vision, comme on dit. Les codes Wi-Fi, tout ça, vous avez. Alors, tu me le demandais. Donc, on a mis en place un outil pour l'organisation de Notion que je vais vous présenter. Mais là-dessus, vous retrouvez littéralement tout. Donc, les slides, les photos, des résumés écrits par les speakers de leur talk en 10 lignes, vraiment littéralement tout. On a même pour le premier talk, on a une infographie manuelle, je ne sais pas si vous avez vu, je ne sais plus qui à Palo nous a fait une super belle carte, une sorte de word cloud de ce qui s'est dit. Donc ça on verra. Et un projet en fait pour justement coordonner avec les autres groupes DeFi dans le monde pour essayer de faire quelque chose par rapport à la finance décentralisée. Et donc ça c'est le fameux, j'appelle ça le plan de World Domination, ça marche mieux en anglais, mais bon. Et en fait, l'idée, elle est assez simple. J'ai passé 1 semaine et demie à compiler tout ce que j'avais sur la finance décentralisée et j'ai écrit un guide avec code couleur, avec tout un tas de ressources pour vraiment, tu pars de c'est quoi Bitcoin à où est-ce que je fais le meilleur taux de retour sur mon stablecoin. Et donc, tout ça, ça vit dans un Notion. Donc, par exemple, vous pouvez scanner le lien, vous avez le lien sur le Telegram, on vous met les liens partout. Et donc, l'idée, c'est que ce guide-là, on va itérer ensemble, vous êtes les bienvenus à contribuer, on va itérer ensemble dessus jusqu'à avoir quelque chose d'extrêmement qualitatif en anglais. Et après, je vais essayer de synchroniser avec tous les mouvements locaux, pour en fait traduire ce guide dans les différentes langues nationales, et après coordonner un push ensemble. Le premier target qu'on aura en tête, ce serait les journalistes financiers. On lit toujours rien dans la presse financière par rapport à la DeFi. Donc voilà, on s'est dit qu'on allait un peu leur forcer la main, leur mettre un guide de A à Z dans les mains et que là, s'ils n'en parlent pas,
peut plus rien faire pour eux, quoi. Donc ça c'est pour hop. Donc pour trouver tout ça sur le Notion, je vous invite de vraiment regarder le Notion. Il y a aussi les outils pratiques pour Ethereum, la fameuse liste de tous les mouvements DeFi dans le monde. Vraiment plein de ressources. En gros, si vous posez une question, il y a probablement la réponse sur le Notion. L'autre point pour ce soir dont je vous parlais tout à l'heure, c'est cette fameuse loterie. Donc, il vous suffit de scanner le code pour pouvoir rejoindre. Et on tire 3 gagnants, 150 tokens pour le gagnant, 75 pour le second. Et on fait un truc sur le meilleur tweet aussi, cette fois-ci, c'est nouveau ça. Donc n'hésitez pas à tweeter avec l'hashtag DeFi France et on va prendre le meilleur tweet à la fin de l'événement et on va vous voir dans la semaine ou même peut-être ce soir pour récolter votre adresse et vous envoyer 50 TKN. Pour être transparent, au cours d'aujourd'hui, un TKN, il faut 3 TKN pour faire $1 grosso modo. Voilà, ça fait $50 pour le gagnant. Et un dernier point avant de partir sur les talks, désolé si j'étais un peu long. Un autre truc vraiment super intéressant qui s'est passé cette semaine. Donc en fait, ça part de la DEFCON 5. Donc la plus grande conférence pour Ethereum. Il y a un gars de Maker qui a fait un talk, qui est un Argentin, et en gros il expliquait comment il utilise la finance décentralisée pour, en gros, ne pas se faire, pour ne pas perdre de la valeur, puisque là, vous savez peut-être, la monnaie argentine, elle prend 50-100% d'inflation à l'année, ça dépend des années. Et donc en fait il détaille un peu tous ces mécanismes qu'il a mis en place pour survivre, pour vivre avec la DeFi. Et ça a été un des premiers talks en fait qui a vraiment montré cette articulation concrète. Le problème avec la finance décentralisée, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui la développent, qui sont à Londres, à New York, dans la Silicon Valley, à Paris, et ils ont une monnaie fiduciaire très stable, ils n'ont pas forcément ce genre de problème-là, d'inflation, tout ça. Et au final, on voit vraiment les vraies utilisations dans ces pays où il y a un choc sur le système financier ou monétaire, et c'est là qu'on voit la valeur de ce qu'apporte la DeFi devient évidente. Et donc, bref, je fais cette parenthèse parce que ce talk a été traduit gratuitement par un membre de la communauté DeFi France qui a récidivé et il a traduit un autre article que j'avais moi-même publié cette semaine, en fait, qui se concentrait plus vraiment sur quel genre de contrôle les banques ont sur votre argent et le manque de transparence et des choses comme ça. Bref, donc ce gars il s'appelle John Otherbright et il veut faire d'autres traductions aussi. Le problème c'est que pour l'instant personne ne le rémunère pour son travail. Donc je voulais essayer une idée avec vous. Vous avez son adresse là, si vous avez des wallets Ethereum. Ce que je vous propose, c'est de lui envoyer une petite contribution si vous appréciez d'avoir des ressources en français sur la DeFi. Donc pareil, il y aura des ressources, il y aura le QR et tout ça pour faire après, mais si on peut le faire là. Et voilà, le petit objectif que j'aimerais nous mettre, sachant qu'on s'est dit que chaque orga allait mettre 10 DAI dans le pot, ça fait 30 DAI. Donc j'aimerais que tous ensemble, vous nous fassiez 20 DAI pour qu'on puisse lui donner au moins 50 DAI à la fin de la soirée. Sachant qu'il a traduit environ 5-6 000 mots de contenu. Donc voilà, on est encore largement en dessous de la valeur du marché. C'est plus de lui faire montrer notre reconnaissance que de le rémunérer à ce niveau-là. Mais c'est aussi, pour être tout à fait honnête avec vous, une forme de validation de cette idée de est-ce qu'on peut produire des ressources ensemble au niveau de la communauté et après trouver un mécanisme pour que les gens les traduisent et avoir une sorte d'écosystème entier de qualité pour arriver à centralisation de contenu, on l'améliore et après on le propage. Donc c'est l'idée, n'hésitez pas à donner à John. Et ouais. Le wifi n'est pas affiché. Et du coup, pardon, ouais. Mettez vraiment tous les liens dans le groupe. Ouais. Je vais vous faire une passe là dans le groupe. Vous êtes tous dans le Telegram. Parce que je pense que c'est le plus simple en fait pour qu'on échange des liens, parce que là, il faut vous scanner ou autre. Je vais vous mettre tous les liens de ce qui est utile pendant qu'Arthur s'en parle. Et je vous retrouve tout à l'heure pour vous parler de monnaie. Alors, bonsoir à tous. Donc moi c'est Arthur, je suis responsable de l'entité blockchain chez Palo IT. Donc je vous présente. Donc vous êtes chez Palo IT au passage. Donc je vais vous présenter rapidement ce qu'on fait. Essayer de pas trop déborder sur les talks d'après. Très rapidement, là je vais faire un zoom juste sur ce qu'on fait en blockchain. Donc on fait de la recherche essentiellement sur de l'interopérabilité et tout ce qui va toucher autour de l'expérience des utilisateurs sur des dApp. Donc aujourd'hui on est essentiellement focus sur l'interop et on fait des papiers notamment sur de l'atomic swapping entre Bitcoin et Ether, donc de l'Ether et aussi les ERC20, et on s'intéresse à d'autres assets comme Tezos. Voilà, donc et bien d'autres, hein, il faut bien commencer par quelque chose. Voilà, donc on fait des démonstrateurs, on fait des preuves formelles,
du test de montée en charge, des choses comme ça, pour faire des produits qui soient scalables et vraiment utilisables par tout le monde. On bosse sur des DEX. Donc là, encore une fois, on a tout ce qu'on fait, tout le travail qu'on fait sur les atomic swap qui rentre en jeu. Maintenant, c'est packagé dans du produit. Et on a travaillé notamment sur des problématiques de matching engine. Voilà. Donc si c'est des mots qui vous font écho chez vous, si vous avez besoin d'en discuter, de savoir quel projet on a fait, on peut se voir après. Et alors là, bien sûr, on fait de la DeFi. Maintenant, il y a quand même des petits liens avec des banques. Donc, on fait de la tokenisation aussi d'actifs. On a bossé avec des gros acteurs sur une plateforme d'échange, voilà, de fonds et de fonds. Et puis, on fait un peu de compliance, donc du KYC, de l'AML, des choses comme ça. Palo IT, on fait quoi? Donc, on a un cabinet de conseil qui est spécialisé sur on va créer des plateformes, par exemple, ou du soft, mais qui est centré sur l'humain. Donc, on est basé on prend quelques méthodos qu'on modifie un petit peu à notre sauce avec l'expérience qu'on a. Donc, on va parler, je vais sortir des mots barbares, mais du design thinking, du lean startup, de l'agilité et tout un tas d'autres méthodologies qu'on va packager pour pouvoir aussi accompagner des entreprises dans de la transformation. Donc, on se focalise surtout sur des entreprises qui ont envie d'avancer et de répondre à des challenges du futur aussi. Et puis, on fait énormément de développement agile. C'est notre cœur d'activité. Donc, on est dans 7 pays, je crois, Mexico, Colombie, Thaïlande, Hong Kong, Singapour, Australie. Et on a quelques bureaux en France. Il manque Lyon, pardon. Voilà, donc on n'a pas de dette, on est autofinancé. Et on est à peu près 450 maintenant. Les personnes qui sont chez nous, donc on va avoir plus sur la partie droite, on va être dans de la méthodo, des choses comme ça. Donc on va avoir notamment de tout ce qui est UX, UI, des designers, des gens qui font de la recherche utilisateur, de la recherche terrain, des experts idéation, des coachs agiles, des product owners, product managers, donc vous en verrez aujourd'hui dans la salle, des scrum masters. Et puis après, côté plus tech, on va avoir des architectes d'entreprises, solutions, des experts DevOps, des développeurs et des experts techniques. Donc là-dedans, voilà, on va avoir du data scientist, des experts blockchain avec la BC Unit qu'on a notamment sur Paris, de l'IoT, voilà, du DevOps. Rapidement, les partenaires qu'on a. Donc, on s'occupe d'un consortium à Nantes sur la recharge de voitures électriques. Dans ce consortium-là, nous, on s'occupe de la blockchain avec notamment un partenaire qui est Mblock. Et on est dans des associations, donc l'Asset, on est assez proche de Cosmos, Tezos, DeFi très proche, et puis Blockchain et Société à Nantes. On est dans des groupes de devs, donc s'il y a des devs ici qui ne connaissent pas, Crypto Paris Club et Crypto Dev, c'est des communautés sur Discord où il y a beaucoup de personnes vraiment assez fortes. Notre principal partenaire R&D, donc c'est le laboratoire d'informatique de Paris 6, et on travaille en étroite collaboration avec Maria Potop. Et derrière, on travaille avec Skills, Chainlink, et puis une boîte dont on ne parlera pas trop encore aujourd'hui, qui est Andromaque, qui est une société qui autour de la photo. Je ne vais pas trop divulguer aujourd'hui ce qu'on fait encore, mais qui est un de nos plus gros projets actuellement. Et voilà, c'était moi. Et puis maintenant, place à la DeFi en force. C'est bon. Ok, je pense qu'on est bon. Salut, désolé pour le problème technique. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des échanges décentralisés. Moi, je suis Moulière, je suis un des organisateurs du Meetup DeFi France et aussi fondateur de Paraswap.io, qui est un agrégateur d'échanges décentralisés.
Avant de commencer, entre vous, il y en a certains qui ont utilisé des DEX avant, des Uniswap, Bancor, Tiger, à peu près un quart de la salle. Ok, déjà, pour commencer, définir c'est quoi un DEX. Un DEX, c'est un échange comme les autres qui permet d'échanger de la valeur, sauf qu'il ne détient pas les fonds des utilisateurs. Les utilisateurs sont toujours sous contrôle de leurs fonds à travers un wallet ou à travers un contrat qui est intermédiaire, mais toujours d'une façon décentralisée. En fait, on parle d'échanges décentralisés, mais la décentralisation, c'est un concept un peu relatif. Donc, on peut parler plutôt de degrés de décentralisation. Et on peut classifier un peu les DEX en 3 niveaux à peu près, ou 2 niveaux et un qui est un peu au milieu. Donc, ceux qui sont les plus décentralisés, on les appelle des pure DEX, c'est qu'ils sont entièrement sur la blockchain et ils cochent un peu les 3 classes de base de la décentralisation. C'est un peu, on dit, trustless, permissionless et censorship resistant. Trustless, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'un tiers de confiance pour utiliser le service. On n'a qu'à interagir avec les smart contracts directement. Permissionless, c'est qu'il n'y a pas besoin de permission, que ce soit du login, mot de passe, email ou KYC AML. Et censorship resistant, ça veut dire censurer le DEX, reviendra à censurer la blockchain qui est derrière, ce qui peut revenir à censurer Internet, qui n'est pas faisable. Hybride, c'est des échanges qui ont fait un peu quelques compromis de décentralisation pour des raisons d'UX, de performance, etc. Et ceux qui sont au milieu, ils ont des caractéristiques qui sont entièrement décentralisées et certaines parties qui n'impactent pas l'utilisateur final, mais qui sont un peu centralisées, voire parfois très centralisées. On peut aussi parler des catégories des DEX. Il y a plusieurs, mais 3 qui sont les plus communs. Ceux qui utilisent des order books, c'est des carnets d'ordre qui contiennent des offres d'achat et de vente. Les peer-to-peer ou les pair-à-pair, c'est 2 traders qui interagissent entre eux avec leur wallet. Et les token swaps, c'est un peu comme les peer-to-peer, sauf que le deuxième pair, c'est un smart contract qui permet de tout faire, en fait, d'avoir le prix et de faire le trade. Un order book ressemble à peu près à ça. C'est des interfaces qui ressemblent à ça, avec une charte qui montre un peu l'évolution du prix. Le carnet d'ordre, un peu ici, avec les offres de vente ici en rouge et d'achat en vert. C'est généralement dédié à des utilisateurs qui sont un peu avancés, voire des professionnels. Les peer-to-peer, ça c'est un exemple de AirSwap. Ça c'est des vendeurs, par exemple, qui vendent du BAT. Et si je veux acheter du BAT, je peux directement trader avec l'utilisateur et l'envoyer du Ethereum, du BAT, du DAI, etc. Et le trade sera fait de mon wallet vers son wallet en utilisant un smart contract IOD. Les token swap, ça c'est un exemple de Uniswap. Par exemple, ici, je veux vendre 0,1 Ether pour du SNX. Le smart contract me renvoie le prix. Une fois que je fais le swap, j'envoie du Ether depuis mon wallet et je reçois le SNX directement sur mon wallet. Tout ce que j'ai fait, c'est interagir avec le smart contract de Uniswap. Alors, quelques exemples. Par exemple, Oasis, c'est un des premiers DEX qui était sur Ethereum. Il est fait par l'équipe de MakerDAO, qui sont derrière Maker et DAI. Et ce DEX, il est pur, c'est-à-dire qu'il est entièrement sur la blockchain. Ce order book, il est sur la blockchain. Tout ce qu'on voit ici, c'est dans des smart contracts. C'est-à-dire que Oasis, il est entièrement décentralisé, c'est-à-dire qu'il est impossible de censurer, il n'est pas permissionless parce qu'il n'y a pas besoin forcément de cette interface. Je peux avoir tout ça juste en interagissant avec les smart contracts et quand je fais buy ou sell, j'interagis directement avec le smart contract. Et après, ceux qui sont hybrides, il y a généralement EtherDelta et IDEX. Et EtherDelta, l'idée c'était de sortir le order book de la blockchain parce qu'en fait, sur Ethereum, ce qui coûte le plus cher, c'est le stockage. Et donc, avoir un order book fait que les transactions coûtent cher et prennent beaucoup de temps, en fait. Donc, ils ont sorti le order book de la blockchain, et ce qui a fait que les trades deviennent plus rapides, moins chers, mais ça introduit un peu de centralisation. Et d'ailleurs, ils ont eu une amende de la SEC en 2018, je pense. Et IDEX, ils sont allés encore plus loin, ils ont presque tout sorti, sauf le settlement, c'est-à-dire l'exécution du trade se fait sur la blockchain, mais tout est dans des bases de données privées, ce qui a fait que, encore IDEX, ils ont recentralisé encore plus. Et dernièrement, ils étaient obligés, entre guillemets, d'introduire du KYC AML et donc se comporter à peu près comme un échange centralisé, sauf qu'ils utilisent des smart contracts. Après Uniswap, qui a un pure DEX,
Et donc, ça, c'est encore une interface. Par exemple, ici, je veux vendre du Ether pour du DAI. Si je vends un Ether, je reçois ce nombre de DAI. Et juste pour montrer que le prix il est calculé en fait depuis le smart contract. Ici, si je vends 10, je reçois un peu moins de DAI. Ce n'est pas un multiple de 10 en fait, parce que le prix il est calculé en fonction des réserves qui sont dans le smart contract. Voilà, c'est comme ça la façon comment le prix il est calculé. Et un exemple, par exemple ici, si je veux vendre un Ether pour du DAI, j'interagis avec un contrat qui contient des réserves, une quantité de Ether, une quantité de DAI, qui est alors de 50%, 50%, et il me renvoie le prix en fonction de combien je veux vendre et en fonction de la réserve qu'elle contient sur le contrat. Elle va me renvoyer le prix. Si je suis d'accord, j'envoie mes DAI, j'envoie mes Ethers, je reçois les DAI en échange. Et encore plus loin, si je veux, par exemple, vendre 100 BAT, qui est un autre token, et pour du DAI. Dans ce cas-là, j'interagis avec deux contrats. Un contrat qui est celui de Ether et BAT, et un contrat qui est comme celui tout à l'heure, du Ether et du DAI. Et les deux contrats, ils vont interagir ensemble, en fait. Parce que ce que je fais, j'envoie du BAT à ce contrat, donc j'augmente sa réserve. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le Ether qui reste, l'envoyer à ce contrat, ce qui va augmenter la réserve du Ether, et le DAI qui reste, il me sera envoyé. L'idée, c'est que toujours d'avoir 50% de Ether, 50% de token, quelle que soit la réserve. Et tout ça, c'est fait d'une façon entièrement décentralisée. Ceux qui rajoutent des réserves, n'importe qui peut rajouter à n'importe quel moment, il peut retirer dans n'importe quel moment, et tout le monde reçoit des frais de transaction qui sont alors d'à peu près de 0,3%. Et après, à Kyber, encore, en fait, d'un point de vue utilisateur, c'est pareil. C'est-à-dire que le prix, on interagit avec un smart contract, le prix est calculé depuis le smart contract. Quand on fait le trade, c'est de wallet à smart contract, c'est presque pareil. Et surtout encore, en fait, il est très similaire à Uniswap avec quelques détails de près, sauf qu'il y a BNT à la place de Ether. C'est quasiment la même chose, avec évidemment quelques features en plus. Kyber est plus intéressant car il a cette feature, il a cette partie-là, mais il a encore d'autres types de réserves. Il y a par exemple c'est celle-là qui permet de faire un peu à la Uniswap, c'est-à-dire pouvoir calculer le prix d'une façon automatisée suivant une formule qui va faire évoluer le prix en fonction de la réserve et de l'ordre. Mais ils ont aussi une partie qui permet à des traders, à des market makers plus sophistiqués de pouvoir choisir eux-mêmes comment le prix peut évoluer, faire en sorte qu'on appelle une bonding curve, leur propre bonding curve et gérer leur réserve d'une façon beaucoup plus poussée. Et ils ont aussi un agrégateur qui permet de prendre encore des réserves de Uniswap, de DogeX, de Oasis, etc. Et en fait, à la fin, pour l'utilisateur final, il aura le prix le moins cher de tout ça. Quelle que soit la méthode des market makers, il aura le prix. Donc cette partie est entièrement décentralisée. Celle-là, elle est un peu. Ça dépend. Pour contribuer à Kyber, ici et à peu près ici, il faut faire du KYC. Donc, ce qui fait que c'est une partie qui est entièrement centralisée, qui peut être censurable, qui n'est pas permission, donc elle n'est pas vraiment décentralisée. Mais une partie, celle-là, qui s'appelle les réserves permissionless, on peut la faire, mais ça donne beaucoup moins d'options. Et celle-là, évidemment, elle est automatique, donc elle est décentralisée. Et bon, on ne peut pas parler de DEX sans parler de 0x, qui est un des gros projets dans l'écosystème. Donc l'idée de 0x, c'était qu'au lieu que chacun va créer son DEX et chercher à avoir des utilisateurs pour avoir de la liquidité, et les deux ils vont ensemble pour avoir de la liquidité, il faut des utilisateurs, pour avoir des utilisateurs, il faut de la liquidité. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un réseau commun pour partager en fait les ordres de tout le monde. Donc je peux littéralement créer un DEX sur 0x en quelques minutes. Ils ont un outil qui permet avec quelques clics de bouton de bootstrapper un DEX et avoir accès à la liquidité de plusieurs, ce qu'on appelle des relayeurs, qui sont connectés dans le network, et ce qui permet de bootstrapper l'écosystème et résoudre cette grosse problématique de liquidité qu'on a sur la blockchain. Et aussi, il n'est pas vrai, on ne peut pas dire qu'il est un pur DEX, qu'il est hybride, il est un peu au milieu, car en fait, il y a plusieurs parties. On peut le réduire dans un seul smart contract, 0x et 0e, et tout le monde peut l'utiliser. On n'a même pas besoin de passer par le network. On peut, entre deux personnes, échanger des tokens. Je vends le mien, je prends le tien, et on passe par le smart contract 0x d'une façon entièrement décentralisée. Mais généralement, comment ça marche? Il y a des DEX qui sont créés sur le protocole 0x,
mais qui hostent les order books, les carnets d'ordre dans leur base de données privée, ce qui introduit la partie centralisée de ceux qui utilisent ZeroX. Et bon, on ne peut pas aussi parler des DEX sans parler de la liquidité, ce qu'on dit en anglais, the elephants in the room. C'est même s'il y a ce qu'on voit ici, qu'il y a une croissance exponentielle de la DeFi, ça c'est la valeur qui est loquée dans les protocoles DeFi. Tout DeFi confondu, que ce soit des DEX ou autre chose, et on s'approche presque de 1 milliard de dollars qui est dans la DeFi. Et dans le top 3, je pense, il y a Uniswap, et juste après, il y a Kyber, et de plus en plus. Et DeFi, par définition, c'est de la finance décentralisée. Donc, quand ils échangent de la valeur, ils utilisent des DEX, ce qui est normal. Et donc, ce qu'on peut s'attendre, c'est que ça va juste augmenter, aller vers le haut. Mais, comparant aux échanges centralisés, on reste sur des niveaux de grandeur qui sont assez grands quand même. Et donc, les solutions qui existent, c'est comme les token swaps, comme les Kyber, les Uniswap, qui permettent en fait un peu d'automatiser cette partie-là et de ramener plus d'utilisateurs. Mais aussi, une des solutions, c'est comme fait Kyber, comme on fait chez Paraswap, c'est d'agréger la liquidité de plusieurs. Parce que si on va sur Uniswap, on a accès, on va dire, à 1 million de liquidité. Si on va chez Kyber, on a accès à 1 million. Mais si on va chez un agrégateur, on a accès à 2 millions, à 3 millions, à 4 millions. En fait, on a accès à la liquidité de tout le marché. Donc, c'est ce qu'on fait à Paraswap. Par exemple, si je veux ici vendre 100 Ether, qui est un peu l'ordre de 18 000 $, si j'allais le faire sur un exchange tout seul, bon, ici, ça ne montre pas toute la page, mais j'allais devoir payer peut-être 4% plus cher, 3% plus cher en fonction de l'exchange, encore étant celui le plus cher. Mais ce qu'on fait ici, on prend un morceau de chacun pour faire en sorte d'éviter cette évolution de prix avec cette bonding curve qu'on avait sur Uniswap, pour la garder au minimum. Donc, en prenant par exemple ici que 4% d'Uniswap, pour faire en sorte qu'on prend que une petite partie, une partie de Kyber, une partie de ZeroX, faire en sorte que le prix final sera toujours favorable en faveur de l'utilisateur. Et quand il clique sur Swap, ça va exécuter l'ordre sur tous les exchanges et en une seule transaction. Quel que soit le nombre de sous-transactions qui sont faites pour l'utilisateur, c'est transparent en fait. Et comment on arrive à faire ça? Quand je cherche le prix, quand je fais 100 Ether ou 200 Ether, on est connecté à plusieurs DEX et on arrive à prendre quelques morceaux chacun. En fait, c'est les pourcentages qu'on voit ici, 1, 2, 3, 4, 5, 10%, ce qui fait à la fin une sorte de matrice de prix. Et l'idée, c'est de résoudre ce problème d'une façon rapide, bien sûr, parce que l'utilisateur doit avoir un feedback très vite et de lui trouver cette combinaison. Et c'est des problématiques qui sont un peu NP complet, un peu dans l'optimisation, qui fait en sorte que le temps d'exécution peut être extrêmement exponentiel. Et donc, l'idée, c'est de faire ça dans un temps raisonnable. Et quand on a un feedback. Et du coup, aussi, une des intentions, c'est que ça soit utilisé par d'autres dApps dans la DeFi et qu'ils ont des utilisateurs finaux, qu'ils ont l'habitude d'utiliser les Coinbase et les applications, les Facebook et les applications normales. Donc, le feedback devrait être le plus rapide possible. Donc, on pense que ça, c'est aussi une des solutions de la problématique de liquidité dans le marché. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. C'est super intéressant, c'est cool. Et il y a beaucoup d'argent qui passe par les échanges. Enfin, c'est là qu'il y a plus d'argent. Et j'étais curieux de savoir l'utilisation pour les traders de cet agrégateur de DEX potentiellement. Est-ce qu'il y aurait une utilité ou est-ce que la rapidité des échanges centralisés serait pour les traders, c'est en fait aujourd'hui le gros cas d'usage, c'est les traders professionnels dans la DeFi en général. C'est ce qu'on pense, ce ne sera pas le cas dans le futur, mais aujourd'hui, c'est les traders qui utilisent le plus les applications DeFi financières, bien sûr, finance, et notamment les DEX et les DEX agrégateurs. Et le cas d'usage le plus commun, c'est l'arbitrage. Que ce soit entre les DEX, par exemple ici, j'achète à ce prix-là, mais je peux aller directement sur Uniswap et ajouter de la liquidité. Et parce que le prix Uniswap est plus cher, donc je peux gagner dans ce spread. C'est un cas d'arbitrage assez simple. Parfois, je peux faire même l'inverse. Je peux vendre du Ether pour du DAI, attendre juste un moment que le prix évolue. Après, je peux faire l'opération inverse et je gagne un peu un spread. Il y a des traders qui sont beaucoup plus sophistiqués. En une seule transaction, ils pourront faire plusieurs. En fait. Ils peuvent vendre et acheter
et le faire sur plusieurs DEX et profiter en fait de cette inefficience des marchés. Ou bien le plus simple aussi, c'est d'aller sur les marchés centralisés, c'est-à-dire j'achète ici et je vais sur Binance et je vends mes écarts parce que je les ai achetés moins cher ici. Donc, les traders, ça reste les cas d'usage les plus communs. Pour la rapidité, c'est relatif parce que sur les échanges centralisés, il faut que je dépose, j'attends que ça soit déposé, il faut que je fasse mon trade et après il faut que je retraite. Si bien sûr je ne vais pas laisser les fonds sur les échanges centralisés. La plupart des gros traders ont plein de fonds sur plein d'échanges déjà et ils laissent les fonds. Et c'est vrai que les retraits et les dépôts, en fait, ils ne le font pas trop. Généralement, ils ne laissent pas beaucoup, hein. Ils laissent juste la partie pour le trader. Parce que c'est quand même beaucoup de risques les échanges. Il n'y a pas assez d'assurance assez limitée. Donc, ils mettent comme un tampon pour trader, ils rajoutent, ils retirent à la fin de la journée. Si je peux me permettre de donner un élément de réponse aussi, tu as des problèmes de sécurité et de gouvernance avec les échanges centralisés. Déjà, ils sont assis sur une montagne de crypto avec lequel ils peuvent manipuler le marché en faisant l'effet baleine et autres. Et deuxièmement, cette montagne de crypto, c'est un single proof of failure monstrueux. Et l'histoire nous a montré que souvent, ils se faisaient hacker. Et donc, en étant décentralisé, tu n'as plus de single proof of failure et tu n'as plus de problème de gouvernance. C'est deux éléments de réponse, mais on peut en lister beaucoup. Un dernier point qui est pas mal sur les échanges aussi, c'est tu prends un échange centralisé. L'échange centralisé reporte vers 1 milliard de chiffres par jour. Toi, la seule manière de savoir de vérifier ça, c'est de lui faire confiance ou de ne pas lui faire confiance. Il n'y a pas trop d'options. Un échange décentralisé, comme tout se passe sur une blockchain, que ce soit Ethereum ou autre, si l'échange te dit je fais 1 milliard, toi tu peux aller vérifier sur la chain, est-ce que je trouve bien 1 milliard sur Bancor ou Uniswap aujourd'hui? Et en fait, les volumes sont plutôt dans le million. En fait, c'est pas simple de traquer, mais tout est traçable. Tout c'est dans la blockchain. C'est beaucoup plus transparent. Que des transactions qui sont dans la blockchain. Il n'y a aucun moyen de faire du volume. Sachant que sur les échanges centralisés, on reporte un volume. Il y a une étude qui a montré que 95% du volume reporté sur les échanges sont faits. Il n'y a aucun moyen fiable de vérifier ce qu'ils disent. Mais déjà, on est sur les 5% sur ce qui est là. Quand tu parles de temps d'exécution raisonnable, c'est quoi? Pour le prix, on arrive à répondre en moyenne dans les 0,6 secondes à peu près. Ouais, c'est la partie de recherche de prix qui prend plus de temps, pas la partie. On peut refaire une petite séance questions si vous voulez après la démo, le dernier talk, comme ça on consolide. Merci. Donc moi je m'appelle Julien Boutlou, donc je suis le CEO de Stake Capital. Donc Stake Capital, on est en opération depuis 2018. Donc, je vais vous expliquer un petit peu l'historique de Stake Capital, comment on a commencé et sur quoi on va à l'heure actuelle. Donc Stake Capital, c'est un asset qui gère des crypto-assets qui participent en fait dans la validation des réseaux sur lesquels on opère. Et donc, ce qu'on a fait en fait, c'est qu'en 2018, on est parti sur le principe que vu qu'il y avait Proof of Work sur Bitcoin, il fallait miner et que l'ensemble des réseaux et des chaînes allaient s'orienter sur le Proof of Stake, on a en fait on a réservé dans des bare metal, dans des endroits sécurité militaire et aussi du Tier 3+, des endroits pour faire de la validation sur ces nouvelles chaînes qui allaient arriver. Donc, qui sait comment ça fonctionne à peu près les proof of stake pour le staking? Pas tout le monde ici. Je vais aller rapido. Donc voilà, ce qui se passe en fait, c'est que voilà, avec 100 Ethereum, on a à peu près un market cap de 30 milliards qui est possible sur le staking. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites tourner des machines qui vont aller faire des proof of stake, vous allez pouvoir aller sur un market cap qui fait 30 milliards, vous pouvez récupérer des rewards. Donc, au lieu que ce soit des miners qui vont aller résoudre un problème mathématique ou alors injecter beaucoup de guess pour aller avoir la chance de pouvoir récupérer le prochain bloc. Non, en fait, ce qu'on passe, en fait, ça dépend de votre stake et vous allez juste valider la chaîne. Et si vous suivez comme tout le monde, vous allez récupérer du yield. Donc, avec Ethereum, on parle d'un plus gros marché. Donc, c'était un peu vieux, c'était pendant l'été, ce slide. Mais en fait, ce qui se passe, en fait, c'est que nous, on a commencé avec une chaîne qui s'appelle LivePeer pour staker. Et LivePeer, en fait, c'est un système de transcodeur. En fait, on a des gens qui connaissent.
Et donc, en fait, ce qui se passe, en fait, c'est que vous permettez en fait, de passer de la bande passante sur le réseau dans un mode décentralisé. Et en fait, les gens qui utilisent le réseau n'ont pas besoin de passer par AWS ou Google, ou par exemple Snapchat ou YouTube. YouTube utilise Google, mais bon, Snapchat qui vont dépenser 4 milliards dans les 4 prochaines années sur un système décentralisé pourrait dépenser 4 fois moins. Ça pourrait aller sur les gens qui valident sur la chaîne. Donc nous, Stake Capital, on opère des validateurs, donc on est un generalized mining, comme les gens peuvent l'appeler. Ça correspond à plusieurs validateurs qui valident sur plusieurs chaînes. On pouvait à l'époque considérer comme un petit peu stake aux États-Unis. Et pour faire un comparatif, c'est par exemple les Bitmain, les Ampul, les BTC, les Bitfury qui étaient sur Proof of Work, qui minaient sur Bitcoin, ou d'autres chaînes qui étaient Proof of Work. On a fait plusieurs partenariats avec des grosses infrastructures. Par exemple, BSO, ils ont un partenariat avec Equinix qui permet en fait de faire de la validité, de l'uptime et de la régularité dans le monde entier. Pratiquement l'uptime à pratiquement 99,99%, et on est sur 4 continents différents. On a fait plusieurs partenariats. Donc, par exemple, sur l'ensemble des ça c'est un peu vieux, c'est quelques mois. Par exemple, on a à peu près plus de 20 millions de dollars en loquets sur différents assets. Donc, on avait Cosmos, LivePeer, Loom. On a fait l'acquisition d'un baker qui s'appelait Tezos à l'époque. LivePeer, ça c'est un peu vieux, hein, c'est quand comme Cosmos c'était à 7 ou 6 dollars. Donc, LivePeer, pareil. Pour LivePeer, le fait d'être dans le set pour pouvoir valider, il faut être dans le top 20, dans le top 25, c'est en fait il faut avoir beaucoup d'assets. Ces assets-là en fait sont mis dans le validateur. Donc, par exemple, si vous avez un validateur dans un custody, par exemple dans un serveur, vous avez un ledger qui a vos crypto-assets et qui permet en fait de faire ces vérifications-là. Si vous voulez après voter, vous êtes obligé d'aller à l'endroit précis où ce ledger se trouve, si vous avez choisi une solution complètement custody. Et donc on a plusieurs networks, et avec cette liquidité et avec l'ensemble de ces liquidités-là qu'on a eu, qu'est-ce qu'on a fait il y a 6 mois? On a été aussi sur différents services. Par exemple, on mentionnait tout à l'heure IDEX ou Uniswap. Ce qu'on a commencé à faire avec l'ensemble de la liquidité qu'on avait, on a commencé à faire de liquidité provider, market maker. Donc, par exemple, on a des plus gros market maker sur liquidity provider sur IDEX. Donc, par exemple, IDEX, c'est un système décentralisé. Ce qui fait qu'en fait, on fournit de la liquidité pour les gens qui tradent et on se prend un pourcentage des rewards quand les transactions s'effectuent. On fait, donc voilà, on utilise à peu près l'ensemble des systèmes décentralisés. C'est-à-dire que vous, à l'heure actuelle, vous pouvez aussi ramener, vous avez des assets qui sont proof of stake. Combien de personnes ont des assets qui peuvent être stakés? À peu près tout le monde. Vous savez en fait que si vous ne stakez pas ces assets, si vous avez acheté de la crypto sur un échange, vous laissez sur l'échange, donc ça dépend quel échange maintenant. Vous savez en fait que à chaque minute qui passe, vous faites diluer. Comment ça se fait? En fait, c'est pas que la valeur intrinsèque de l'asset diminue, c'est qu'en fait, vu que le réseau imprime des rewards, il imprime du yield, et vu qu'en fait vous ne stakez pas, vous ne les prenez pas. C'est qu'en fait, tous ceux qui stakent aux alentours de vous se prennent le yield, et vous, en fait, votre token, même s'il n'a pas bougé, vous n'avez pas perdu de token, vous êtes en fait dévalué par rapport à l'ensemble du réseau, à l'ensemble des gens qui stakent. Donc ça, forcément, c'est IDEX, comme je le montrais tout à l'heure. Donc nous, on a une pool dessus qui tourne. Donc les gens qui ont IDEX, un token IDEX, peuvent le staker chez Stake Capital. Et ce qui se passe, en fait, c'est que n'importe qui va trader sur l'échange, il va payer un fee qui est de 0,4% ou 0,3%. 0,4% c'est sur Uniswap. Et en fait, ces fees-là vont aller ils vont aller dans la pool, ce qu'on appelle une pool de cashback. Et en fonction de combien nous on a à stake dans la pool, on récupère un pourcentage des fees. C'est complètement décentralisé. Et en fait, nous, c'est ce qui nous permet en fait de faire tourner l'ensemble de la boîte et de l'infrastructure. Et aussi de reward les gens qui participent dans Stake Capital. Ça, je vais y revenir. Voilà, ça c'est sur Uniswap, c'est comme je l'expliquais tout à l'heure. Moi aussi, on est pool provider. Donc, par exemple, en ce moment, il y a un token qui va assez gros en valeur qui est Synthetix. Synthetix, on achète du Synthetix. Donc, on fait un peu d'arbitrage, on achète du Synthetix, on le met dans la pool Uniswap. Et les gens qui veulent faire du token swap, donc quand vous avez des ETH, vous voulez, en ce moment, si vous voulez échanger en DAI, ce qui se passe, c'est que nous, en fait, on va être potentiellement un acteur dans la pool qui va vous faire provenir cet asset que là vous voulez échanger. Et on va se prendre un fee dessus. On va se prendre un pourcentage qui est 0,4%.
Ça, il n'y a pas de slide apparemment. MintR, c'est pour Synthetix. Et en fait, ce qu'on fait sur MintR, c'est... qui a entendu parler de Synthetix? Okay. En fait, Synthetix ont un système qui est assez sympa. C'est un système où vous pouvez en fait manager la dette et vous pouvez imprimer grâce à un collatéral. Vous pouvez collatéraliser à peu près n'importe quel asset. Et ils ont aussi un système où pour manager la dette, il faut manager. Vous avez un système pour pouvoir imprimer et burner. Et nous, en fait, on a un service dessus, mais je ne l'ai pas marqué. Ça, c'est à peu près tous les autres aussi où on est actif. Forcément, on fait de la liquidité sur un Nexus Mutual qui permet en fait c'est un système d'assurance décentralisé. Vous pouvez vous faire assurer, par exemple, je sais pas, vous manquez votre avion, vous avez peur de manquer votre avion, vous pouvez prendre une assurance. Ou non, votre avion va être annulé, vous pouvez prendre une assurance décentralisée et après les gens qui ont mis dans la pool vont se prendre un fee et vous pouvez être assuré là-dessus. Donc ça, c'est forcément, il a parlé, je pense, un peu mieux de tous les systèmes, tous les différents services à l'heure actuelle dans le monde de la blockchain décentralisée, dans le monde de la décentralisation. Nous, on est plutôt présents sur le monde de la finance, mais après, il y a plusieurs choses comme les NFT, les non-fungible tokens, des choses comme ça. Alors en fait, maintenant, on va l'annoncer il y a un light paper qu'on a publié. En fait, ça fait 9 mois après qu'on travaille sur ce papier sur l'implémentation des nouvelles pools. On avait appelé ça coopérative, mais en ce moment, le DAO est redevenu mainstream. Et donc, en fait, on a remis DAO. À l'époque, c'était coopératif, je trouve ça un peu plus pro, mais on nous a dit DAO, c'était pas mal. Et en fait, ce qui se passe, en fait, c'est qu'à l'heure actuelle, quand vous mettez sur Stack Capital, nous, à l'heure actuelle, on engendre. On valide sur Cosmos, on valide sur Tezos. Bientôt, j'espère, sur Ethereum 2.0, sur LivePeer, sur Loom. Par exemple, le jeu Loom, si vous connaissez Crypto Zombies et tous ces trucs-là, ils utilisent une chain qui s'appelle Loom. Et nous, on valide dessus, on prend des fees. Mais à l'heure actuelle, en fait, ce qui se passe, c'est que tous ces fees-là, ils vont chez Stack Capital. C'est cool pour moi, c'est cool pour la team. Le truc, en fait, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va tokeniser l'ensemble des assets qu'on a à l'heure actuelle dans le fond. Donc, si on parle d'à peu près de plus de 20 millions de dollars d'assets tokenisés sur l'ensemble des chaînes qu'on valide, en fait, ce fee-là, en fait, on va le mettre dans une pool. Et ce qui va se passer, c'est que n'importe qui va investir, qui va staker ses assets sur Stack Capital, donc sur LivePeer, sur Loom ou sur n'importe quelle autre chaîne, ça va imprimer du fee. Et en fonction, en fait, de votre participation à la cashback, à la pool, de l'ensemble des fees qui ont été générés sur Stack Capital, on va vous donner, en fait, légalement, j'ai pas le droit de le dire, mais on va vous donner en fait ce qu'on appelle un dividende. On appelle ça officiellement un reward. Ce reward, en fait, il est calculé grâce à l'équité que vous avez de Stack Capital. Ça va être imprimé tous les jours, toutes les semaines. Et donc, ce qui se passe, en fait, c'est que vous avez en fonction de... Et ça, en fait, ça va vous différencier par rapport à est-ce que vous voulez choisir d'aller staker chez Stack Capital ou est-ce que vous voulez aller staker chez quelqu'un d'autre. Et ça, en fait, c'est un élément qui peut vous donner... dire écoute, forcément je vais récupérer du fee, parce qu'en fait nous tous les fees qui sont sur Stack Capital on va les distribuer en fait. Donc, par exemple, si on charge sur LivePeer en ce moment on charge 1%, sur Loom on charge 10%, sur Tezos on charge 10%. L'ensemble de ces fees là vous allez pouvoir les récupérer. Et ensuite par-dessus ce qu'on est en train de construire, ça le fee, l'équité et la dividende c'est sympa. Et pour moi en fait l'aspect le plus important qui est assez cool, c'est qu'en fait on va construire des produits dérivés. Comment ça va fonctionner, c'est qu'en fait, par exemple, on a construit une pool. J'espère que ça vous passionne parce que j'ai quelqu'un qui vraiment s'endort, mais littéralement. Donc, j'espère que ça va. Et donc, si c'est trop chiant, vous me le dites. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'à l'heure actuelle, l'ensemble de vos assets, vous collatéralisez. Par exemple, si vous stakez chez LivePeer, vous êtes loqué pendant 7 jours. Si vous stockez chez Cosmos, vous êtes bloqué pendant 21 jours. Et le problème de ça, en fait, c'est que ça ne vous donne pas accès à la liquidité. Vous ne pouvez pas aller, par exemple, s'il y a un énorme pump sur le marché, vous voulez vendre Cosmos, vous voulez vendre Tezos, vous voulez vendre LivePeer, vous ne pouvez pas, en fait. Quand ça se fait, vous pouvez dire, moi, je vais unbound sur LivePeer et je vais attendre 7 jours avant de vendre. Dans 7 jours, en fait, il peut se passer quelque chose. Et nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de directement vous staker dans le protocole, on vous allez staker dans une pool qui va vous imprimer dans la finance traditionnelle, ça peut être considéré comme un bond, en fait un liquid asset, un peu comme sur Compound, des choses comme ça. Et ce liquid asset, vous allez pouvoir le trader.
Liquid Asset en fait vous donne encore accès au staking. Donc en fait c'est ramener du staking des produits dérivés sur le. En fait c'est du staking, c'est du produit dérivé sur le staking. Donc là c'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est en fait l'ensemble de nos pools, l'ensemble de ce qu'on fait sur la somme des validations qu'on a. À l'heure actuelle on va le mettre sur des pools et après vous pouvez récupérer l'ensemble des fees. Donc là c'est un petit peu c'est l'architecture globale. Donc on a pas mal de services à l'heure actuelle. Si je vous montre. Ce que j'ai. Donc, par exemple, si vous regardez, ça c'est l'ensemble des chaînes qu'on opère. Donc, on a à peu près plus d'une quinzaine de chaînes, mais il y en a aussi certaines qui sont en testnet. Ça, c'est là où tous ne sont pas en bare metal, mais il y en a certains en fait qui tournent dans des validateurs sur 3+. Par exemple, les nouveaux chains qui arrivent comme Solana, qui demandent énormément de puissance de GPU. C'est un peu un mix avec du proof of work. Donc là, ils tournent dans le bare metal. Attendez, je reviens. Voilà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que l'ensemble de ces validateurs que nous on fait pour le staking vont envoyer un reward. Donc nous on prend un pourcentage. Le lieu en fait de ce pourcentage, on le récupère dans la poche de Stake Capital. Il va être investi dans une pool. Donc en fait, et l'ensemble en fait de cette pool-là va pouvoir être récupéré par l'ensemble des investisseurs ou des stakers, des Stake Capital stakers, donc des délégateurs. Et ce qui s'est passé, c'est qu'aussi en fonction du pouvoir des SCT tokens, ou des Stake Capital tokens que vous allez pouvoir en fait diriger le prochain pourcentage fee qui va être créé sur une nouvelle chaîne. Donc, par exemple, si vous voulez que la chaîne un nouveau validateur sur Ethereum 2.0 charge 2% de fee, ça pourrait être fait d'une gouvernance depuis le DAO. En fait, ce qui se passe, en fait, c'est que vous pouvez en fait arriver grâce à cette technique-là, vous pouvez arriver à shorter, à être short et long sur vos positions en stackant des produits dérivés sur les pools. Et vous allez me dire, mais comment c'est possible? Parce qu'en fait, les assets sont lockés pendant 7 jours et 21 jours. Et ce qui fait, en fait, c'est que vu qu'on a un autre token, on a le Stake Capital Token, c'est qu'en fait, vous pouvez très bien choisir d'augmenter le fee. Par exemple, à l'heure actuelle, Marc, il se fait charger 1% sur la FPR grâce à nous. Il pourrait très bien choisir en fait d'augmenter ce fee sur la FPR à 20%. Et il va me dire, mais c'est quand même débile ce que tu me dis, Julien, parce que je vais te charger 20% en plus. Le truc, en fait, c'est que si la FPR est complètement en train de couler, comme c'est passé un petit peu au niveau du prix, alors à ça se trouve, Marc veut peut-être sortir, il veut peut-être vendre ses FPR. Là, il ne peut pas parce qu'il est obligé d'attendre 7 jours. En fait, ce qu'il peut faire, en fait, c'est qu'il augmente le fee sur la pool, ce qui fait qu'en fait, nous, on va récupérer plus de la FPR, mais Marc, il va récupérer plus de Stake Capital Token. Les Stake Capital Tokens sont complètement liquides. Il peut les revendre. Ce qui fait qu'en fait, il short la FPR, mais il long n'importe quel asset par lequel il swap le Stake Capital Token. Il peut faire ça aussi à l'inverse. C'est clair ou c'est pas clair? Il y a des questions peut-être Il va prendre 20% sur les staking rewards. Voilà. Donc, en fait, donc il ne va pas sortir en fait tout ce qu'il a à l'intérieur. Il ne va pas sortir les FPR. Ouais. Il va récupérer plus de cashback. Ouais. Et le cashback, le cashback, il est soit en DAI, soit en fait en USD, ce qui sera revendu en fait. Les fees seront revendus en direct. C'est ce qu'on fait déjà sur IDEX par exemple. Sur IDEX par exemple, on revend nos fees. Quand vous faites du trade sur IDEX, on revend ces trades-là, ils sont faits sur n'importe quel asset. Est-ce que vous allez prendre un asset du DAI pour du ETH ou n'importe quoi? C'est des swaps sur IDEX. Ce qui se passe, donc forcément, le fee qui va être pris dans cet asset-là, dans le token natif. Et ce qu'ils font à l'heure actuelle, c'est qu'ils vendent directement sur les exchanges. Ils sont vendus en ETH. Donc, juste sur l'IFPR, en fait, ce qui va se passer, c'est si la DAO en entier vote l'augmentation des fees, vous allez avoir, la DAO en entier, en fait, Stake Capital DAO va avoir moins de gens qui vont déléguer parce que le fee a augmenté. En fait, il y a une mécanique, mais en fait, c'est parce qu'en fait, ça peut être considéré comme un index token, un index fonds. En fait, tu choisis en fait là où tu vas récupérer le plus de reward. Oui. Ça va auto-balancier en fait. Donc ça peut être considéré, après je vais pas expliquer l'ensemble, mais ça peut être considéré comme une stratégie un système décentralisé pour choisir en fait le meilleur investissement
en auto-balançant sur l'ensemble des pools. Alors ça, c'est un truc un peu chiant. C'est pour calculer, en fait, ça revient en fait un peu à ça, mais bon, on pourra poser des questions de terre, ça sera peut-être plus intéressant. Ça, c'est sur les liquid assets. Bon, on a déjà monté un exemple sur LivePeer, donc on va le release sur les liquid assets. Voilà, quoi. Voilà, c'est tout. Je suis censé avoir des slides, ils vont peut-être apparaître. Je suis dans le share. Donc je bosse pour AV, c'est du finlandais, ça veut dire le fantôme. On peut dire AV aussi, parce que le CEO n'est pas là, et qu'on est français, qu'on est loin des cours de latin au lycée. Il y a des choses qui vont apparaître dans quelques secondes. Oui, Oui, je reste là pour la caméra. Ouais, bien sûr. Donc, ce qui est vachement bien avec Défi France, et en tout cas avec la communauté Ethereum ou blockchain en France, c'est que vous êtes tous super bons. J'ai l'occasion de parler un petit peu ailleurs, de voir d'autres communautés. C'est pas pour rien que Défi France, en un mois, est devenu l'un des plus gros meet-up, parce qu'en France, le niveau technique est élevé, l'intérêt est élevé, et c'est toujours un plaisir de présenter des choses à Paris et à la communauté francophone. On y est presque. Parce que on n'a pas besoin de repartir de zéro à chaque fois. Et c'est quand même plutôt pas mal. Donc mon nom, c'est Marc Zeller. Je suis en train de vivre à peu près le même destin que Marc Karpeles. Donc je suis français, c'est Marc avec un C, mais apparemment avec un K aujourd'hui. AVE, on le décrit en 4 mots, Deposit, Earn, Control, Innovate. Le but, c'est vraiment le but de la plupart des choses de la finance décentralisée, c'est vous redonner du contrôle sur votre argent. Parce qu'au final, la finance décentralisée, on l'a vu tout à l'heure avec Paraswap, etc., que c'est un spectre. Il y a des gens qui s'étripent un petit peu sur c'est quoi la CeFi, la Centralized Finance, l'Open Finance, l'Open Source Finance ou la Decentralized Finance. Et moi, j'ai envie de dire, on s'en fout un peu des termes parce que le but, c'est celui qui a été très bien mis en avant sur le tweet, c'est de jeter les banques par la fenêtre et de redevenir propriétaire de son argent. Alors, il y a quand même des choses qu'on semble vouloir souhaiter et qui font consensus, c'est être propriétaire et être en contrôle de son argent. Donc, par exemple, si vous avez une carte Visa chez Monolith, votre argent est dans un smart contract et il vous appartient. Vous pouvez le récupérer. Vous n'envoyez pas votre argent sur un external own account, une adresse Ethereum et après, ça ne vous appartient plus. Il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, vous pouvez interagir directement avec la blockchain, avec le protocole, avec des smart contracts dont le code s'exécute comme il a été écrit. En tout cas, c'est la promesse d'Ethereum. Il n'y a pas de KYC. En tout cas, c'est un but, c'est de faire le moins possible de vérification d'identité. Sur la blockchain, personne ne sait que vous êtes un frigo, selon le slogan des bitcoiners il y a longtemps. C'est-à-dire n'importe qui peut accéder aux services financiers. Il n'y a pas de paperasse, vous interagissez directement. Et ça touche un peu plus le public anglo-saxon, le credit score. Mais en fait, ça existe beaucoup en Europe, sauf que les banques ne vous le disent pas. Mais en fait, en tant que client avec les banques, vous avez un score et ça va influencer vos droits et votre accès. Donc ça semble être les choses qui font réellement consensus dans la finance décentralisée. Mais quand on gratte un peu, on se dit qu'il y a des choses qui font absolument pas débat. Virer les banques, être en contrôle de son argent, virer la paperasse, ça on est bien d'accord. Par contre, pas de middleman, je suis désolé, mais Paraswap, c'est un middleman, c'est un intermédiaire qui va vous proposer un service et qui va faire en sorte de vous obtenir le meilleur prix pour votre transfert monétaire. Et moi, je ne pense pas que c'est un intermédiaire qui est lisible, bien au contraire, puisqu'il y a un réel service. Pas de KYC, c'est bien, mais la finance décentralisée, ce n'est pas que la finance qui n'existe pas et qui n'est pas liée au monde réel. La majeure partie de l'économie, c'est dans le monde réel. Donc là, j'ai mis en avant Realty, parce que ça a fait un peu le buzz il y a un peu moins de 15 jours. Je suis officiellement propriétaire d'une poignée de porte ou d'une brique d'une maison à Détroit.
Mais pour faire ça, forcément, c'est de l'immobilier, c'est une vraie maison qui est quelque part aux États-Unis. J'ai dû donner mon identité. Et ce type de produit, je ne vois pas comment les faire de manière parfaitement décentralisée, et on s'en fiche. C'est une maison qui existe quelque part, qui appartenait à quelqu'un. Forcément, il y a de la contractualisation. Donc, il ne faut pas être des ayatollahs de la défi, etc. Alors, améliorer sur le paperwork. Et là, on venait de parler avec Brice de l'idée d'identité numérique. C'est que la défi, actuellement, c'est vachement bien, mais tout est over-collatéralisé. C'est-à-dire que si je veux 100 balles, il faut au minimum que je mette 150 balles sur un smart contract. Je ne sais pas si vous avez fait déjà des crédits, si vous avez déjà fait des crédits dans votre vie, mais généralement, si vous avez déjà l'argent sur votre compte, vous allez l'utiliser. En tout cas, la plupart des gens font ça. Il y a peu de gens qui achètent leur appartement à 300 000 euros à Paris, quoique Paris maintenant 500 000 euros ou 1 million, et qui ont 1,5 million sur leur compte. C'est complètement débile. La finance, ça ne fonctionne pas comme ça pour la plupart des gens. Donc oui, du credit score, de l'identité, mais comment on le fait et de quelle manière on le fait. Donc c'était des observations qui étaient assez importantes, je pense, et que je voulais partager avec vous. Nos besoins sur la finance décentralisée telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est surtout une stabilité des taux. On a parlé de de Mariano Conti, qui a fait sa présentation, qui a fait beaucoup de bruit à la DEFCON 5 à Osaka. Article en français sur SRM France. Parce que c'est vraiment, ça vaut la lecture. Si vous avez juste un truc sur la DeFi à lire, c'est celui-là. Exactement. Donc, l'exemple de Mariano Conti, il est vraiment frappant parce que c'est quelqu'un qui vit en Argentine, c'est quelqu'un qui vit la réalité de l'inflation monétaire et du fait que le fiat, donc la monnaie fiduciaire, parfois ça part en couille. Eh bien, c'est aussi l'un des premiers qu'on a mis en avant pour avoir fait un emprunt de type finance décentralisée avec Maker, puisque au tout début de Maker, étant le chef du système d'Oracle de Maker, il était bien placé pour connaître le système et l'utiliser pour ses besoins. Donc, il s'est acheté une Ford, une bagnole. Et donc, ça a fait pas mal de bruit. Le 25 février 2019, il y a eu un gros article qui a fait pas mal de bruit qui mettait en avant son truc. Sa Ford est un petit peu connue, etc. Et sa stability fee, quand il a fait exactement la transaction, elle était à 0,5%. C'est-à-dire qu'il a fait un crédit, il a mis de l'argent et il payait 0,5% d'intérêt par an, ce qui est plutôt un super deal. Et MakerDAO, dans le début de sa campagne de promotion, mettait vraiment ça en avant. Vous êtes propriétaire de votre argent, vous avez des crédits pas chers, etc. Sauf qu'entre-temps, l'Ether a quasiment doublé de prix. Et le truc, c'est que quand vous avez de la finance décentralisée, des choses sans KYC et que vous pouvez imprimer de l'argent à la seule condition de mettre de l'Ether en collatéral, ce qu'ont fait les traders, c'est qu'ils ne sont pas bêtes. Ils ont pris leurs Ethers dont ils pensaient que la valeur allait augmenter de plus en plus, l'ont mis en collatéral, imprimé des DAI qui valent des dollars. Avec ces DAI, ils les ont balancés sur les marchés pour avoir plus d'Ether et recommencer pour faire un leverage long, c'est-à-dire parier de plus en plus à la hausse sur la valorisation de l'Ether. Et quand l'Ether, était à son plus bas en décembre et il montait à doubler de prix jusqu'en mai, juin, etc. de cette année, tous ces gens qui vendent du DAI, qui étaient bien plus nombreux que des gens qui utilisent le DAI pour faire leurs courses, forcément, le prix du DAI a eu du mal à rester à $1. Puisque quand il y a plus de ventes que d'achats, normalement sur un marché, plus d'offres que de demandes, le prix baisse. Donc, la seule réponse possible de Maker en tant que banque centrale décentralisée, ou plutôt chambre d'émission monétaire décentralisée, ça a été d'augmenter le taux d'intérêt afin de rendre de moins en moins attractif le fait de créer de l'argent à partir d'un collatéral. Et donc, quelques mois plus tard, 3 mois exactement après le fameux crédit de Mariano Conti, il avait emprunté 10 000 DAI, mis l'équivalent de 30 000 dollars de collatéral en Ether. Son coût, quand il a signé, entre guillemets, le crédit avec MakerDAO, il s'attendait à payer 50 dollars pour l'année. Sauf que 3 mois plus tard, le coût annuel, c'est 1 950 dollars pour l'année, ce qui fait une augmentation un taux de variation de 3 800% dans la tronche. Bon, rappelons que dans la même période, exactement sur les mêmes dates, l'Ether a pris 68%. Donc son collatéral, il a plus de 30 000 dollars de collatéral, mais bien plus que ça. Donc il est dans une situation confortable où s'il veut, il peut dumper un peu d'Ether pour rembourser son crédit en anticipation. La seule chose que je veux dire, c'est qu'on est dans un marché qui est émergent et de taille modeste.
on a vu tout à l'heure avec Paraswap qu'on est sur un peu ou prou presque bientôt $1 milliard. $1 milliard sur la finance, c'est que dalle, les gars. C'est vraiment rien, c'est une goutte d'eau. 600 millions de dollars, je crois que c'était le chiffre, ça change tous les jours. Les taux sont bien évidemment définis par l'offre et le demande, puisqu'il n'y a pas de middleman, pas d'intermédiaire. C'est le protocole qui définit par rapport à la liquidité disponible et la demande le prix sur lequel les acteurs se rejoignent sur le taux d'intérêt. La variation, elle est toutes les 15 secondes, donc il y a une incertitude qui est totale. Et les paramètres de séquestre, pour l'instant, vu que le marché est émergent, les gens sont risque adverses. C'est-à-dire que il y a Ethereum a la réputation dans les autres blockchains et notamment chez les bitcoiners d'être ce qu'on appelle une blockchain YOLO, c'est-à-dire on prend des risques, on y va, on essaye, on teste. C'est vrai, tout un tas de raisons, mais ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'on ne fait pas non plus n'importe quoi, surtout quand il y a 600 millions de dollars en jeu. Et qu'on a vécu dans l'histoire d'Ethereum un hack qui s'appelait la DAO, où il y a 250 millions de dollars qui sont partis en fumée, qu'on a dû hacker la chaîne, qu'on a eu un fork, qu'on a eu Ethereum classique et que ça a foutu la merde et qu'on en parle encore aujourd'hui en meet-up sur un sujet qui est complètement différent. Donc oui, on essaye de ne pas trop faire de la merde sur Ethereum. Donc nous, le protocole d'AV, on essaye d'introduire une nouvelle fonctionnalité dans la finance décentralisée, c'est les stable rates. Donc, comment on fait de la stabilité dans quelque chose qui est fondamentalement instable? La première chose, c'est qu'on prend un oracle, on est décentralisé open source, et on va aller choper c'est pas tout à fait la moyenne ni la médiane, mais vous pouvez aller lire notre white paper pour choper les maths si ça vous intéresse. On va choper le prix du marché de l'écosystème du taux d'emprunt, et ça, on va l'apporter à nos utilisateurs, et ça va être un stable rate. C'est-à-dire, ce n'est pas un taux qui est fixe pour toujours, mais c'est un taux qui est fixé pour une période donnée, et qui correspond à des conditions de marché, puisque, en fait, la plupart des acteurs économiques, quand on parle de taux d'intérêt, quand on parle d'une incertitude et ce qu'on va payer sur l'avenir, ils vont tous préférer, en tout cas en grande majorité, payer un petit peu plus mais être sûr que payer un petit peu moins, mais ça se trouve ça va doubler demain. Et c'était le fameux cas de Mariano Conti. Si on lui avait dit tu payes 3%, mais sur une année on est sûr, ou sur 6 mois, ou sur 2 ans on est sûr que tu payes 3%, je pense qu'il aurait pris ce deal par rapport au deal à 0,5%, parce que lui il sait très bien comment fonctionne le protocole et que la variation était possible. Donc ça c'est une nouveauté. Donc, c'est défini par le marché de l'écosystème, mis à jour de manière journalière, c'est-à-dire qu'on offre un nouveau taux moyen par asset journalier, mais ça n'évolue pas tous les jours pour quelqu'un qui a pris le taux. On peut swapper et retourner sur un taux variable à tout moment. C'est appelé une méthode sur nos smart contracts, donc n'importe qui peut le faire. Notre UI, il y a un petit bouton pour switcher entre stable et variable. Et il n'y a pas de rebalance tant qu'il n'y a pas de palier de déclenchement. Vous pouvez aller voir les maths sur notre smart contract. En fait, on a un système où on a un palier, un puceau, et tant qu'on est en dessous du palier, ça reste, ça ne bouge pas, quel que soit, même s'il y a une différence par rapport au taux variable. Bien sûr, en théorie économique, si le taux variable est inférieur, vous allez swapper vous-même. Enfin, sinon, vous allez payer plus, tant mieux pour vous. Mais normalement, on s'attend à ce que nos utilisateurs aillent vers le taux d'intérêt le plus intéressant pour eux à ce moment-là. Et après, on va dans une sorte de bonding curve. Les maths sont disponibles dans notre white paper, qui est sur notre GitHub, etc. Une autre chose qui est extrêmement importante dans la finance décentralisée, c'est que tout ça, la pierre angulaire de la finance décentralisée, c'est la surcollatéralisation. C'est-à-dire que pour l'instant, ça marche parce qu'on met plus d'argent que ce qu'on emprunte. Et si on faisait pas ça, parce que forcément, sur la blockchain, on ne sait même pas qui est en train d'emprunter, donc lui envoyer des huissiers, ça va être compliqué. Et tout repose sur le mécanisme de liquidation. C'est-à-dire que si la valeur de ce qu'on a déposé tombe en dessous d'un certain niveau, là, on va vous prendre ce qu'on a déposé. Comme il y en avait plus que ce que vous avez emprunté, on va prendre cette partie des déposits, rembourser la dette à votre place et prendre une commission là-dessus. C'est ce qu'on appelle une liquidation. Il y a des gens qui vivent de ça. Ça a été hautement automatisé avec MakerDAO. Donc, c'est quelque chose qui roule. Eux, ils appellent ça les keepers. C'est un rôle à part entière. Mais parfois, il y a des mouvements de marché violents. Et j'ai mis
228, qui est un peu une légende dans la finance décentralisée. C'était quelqu'un d'extrêmement riche, 54 000 Ethers, ça fait plusieurs dizaines de millions d'euros à l'époque. Maintenant, ça doit faire 10 millions de dollars. Et cette personne-là est arrivée en situation de liquidation, sauf qu'avoir plusieurs dizaines de millions dans les poches, c'est un petit peu compliqué. Donc les gens, pendant plusieurs heures, les bots ont fait des allers-retours entre apporter du DAI pour rembourser la dette à sa place, récupérer de l'Ether, le revendre sur les marchés, puis rapporter du DAI et faire des allers-retours comme ça. Bien sûr, tout ça a eu un effet sur le cours du DAI à court terme. Ça n'a duré que quelques heures, mais ça a été assez chaud pour l'écosystème. C'était quelque chose d'assez violent à voir en live. Donc nous, ce qu'on propose pour améliorer ce système, c'est ce qu'on appelle les flash loans. C'est-à-dire qu'on a une méthode dans notre écosystème de smart contracts où vous pouvez aller taper dans notre liquidité, dans nos smart contracts, et dire « Ok, je veux tant d'argent, je vais faire ceci, 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 ceci », puisque en fait, Ethereum, avec l'Ethereum Virtual Machine, on peut exécuter autant de choses qu'on veut, interagir autant de fois avec la blockchain qu'on veut dans une seule transaction, tant qu'on est prêt à payer le gaz pour. C'est-à-dire les frais de transaction pour. La seule limite virtuelle, c'est les 10 millions d'unités de gaz qui représentent dans un bloc, mais ça fait quand même déjà pas mal de choses, 10 millions d'unités de gaz. Pour vous donner un contexte, une transaction simple, c'est 21 000 unités de gaz. Une transaction avec un token, c'est entre 30 et 35 000. Donc, avant d'arriver à 10 millions, on est un peu loin. Et à la fin de son interaction, on rend l'argent en ayant payé une fee. Donc, pour la liquidation, c'est parfait, puisque personne ne liquide de manière bénévole. En fait, dans ce dépôt qu'on va récupérer, on va récupérer un peu plus que le montant de la dette. Et donc, on va pouvoir faire de la liquidation sans avoir de capital bloqué. Et ça, c'est assez intéressant et assez révolutionnaire, puisque en fait, le métier de liquidateur présuppose de bloquer énormément de capital. Et donc, avec ce type de méthode, on rend le truc un peu plus intéressant. Il y a aussi nos amis les shitcoins, puisque Ethereum et les ERC20, il y en a des centaines, voire des milliers. Il y a, en fait, quand on les cumule, pas mal de volume, même sur les tout petites choses. Et en fait, quand on est market maker, souvent, on a besoin d'avoir les deux tokens. On a besoin d'avoir le shitcoin et de l'Ether ou le shitcoin et du DAI parce que il faut faire les échanges sur le marché, etc. Sauf qu'il y a vraiment des tokens et tout le monde pense à un token en particulier quand je dis ça, et c'est souvent des tokens différents. Et on n'a pas envie de les avoir. Grâce à Flash Loan, on peut prendre des opportunités d'arbitrage. Donc, disons que Uniswap, on a vu ça avec Paraswap, Uniswap a un prix légèrement plus élevé que KyberSwap sur le shitcoin X. On va pouvoir l'acheter, le revendre et rendre les Ethers qu'on a empruntés pour faire cette opération avec Flash Loan et avec Aave en une seule transaction. Donc, notre exposition à ce token-là, elle n'est plus là. Donc, tout ça, le but pour nous, et pour ce qu'on essaye d'apporter à la DeFi, c'est qu'il y ait moins de spread entre les actifs. C'est faire en sorte qu'il y ait peut-être moins d'opportunités pour Paraswap, puisqu'il y a moins de différence entre les différents exchanges, mais en même temps, l'optimisation est infinie. Et rendre les marchés plus liquides, puisque la finance, c'est souvent un problème d'œuf et de la poule. C'est-à-dire que tout le monde déteste les échanges centralisés, mais il y a tellement de liquidité qu'il n'y a pas de slippage, il n'y a pas de spread, il n'y a pas de différence énorme de prix en achetant des tokens quand on va sur Binance. Donc, mais en même temps, on sait tous que Binance, c'est de la merde et un jour, ça va péter. Donc, on est vraiment dans un truc comme ça où il faut que les acteurs de la finance décentralisée apportent les outils et apportent les méthodes pour faire en sorte que les marchés soient le plus liquides, pour que la finance décentralisée soit de plus en plus attractive et que les traders sautent de plus en plus le pas entre le centralisé vers le décentralisé. Et on espère, avec Aave, apporter notre pierre à cet édifice. Donc, pour en parler rapidement, on va zapper la démo parce qu'il y a des pizzas et moi aussi j'ai faim. On a 16 actifs disponibles. Actuellement, on est sur le testnet, sur le réseau Kovan. Vous pouvez aller sur test.ave.com et jouer un petit peu avec. On a un faucet, donc vous avez un pouvoir magique d'imprimer de la monnaie autant que vous voulez. Malheureusement, cette monnaie et ces tokens n'ont pas de valeur financière, mais au moins vous pouvez jouer avec et faire semblant d'être méga riche, donc c'est cool. Donc 16 actifs, 5 stablecoins. Donc les stablecoins, je n'ai pas besoin de vous expliquer parce qu'on est DeFi France et que vous êtes tous des experts. Et 11 ERC20 pour ouvrir le marché. On a été audité par Trail of Bits, qui est une société d'audit
assez reconnus dans l'écosystème. C'est eux qui ont fait MakerDAO, Compound Finance, etc. Et on a de la formal verification qui arrive. Une fois que ça c'est validé, on deploy sur le mainnet et on s'amuse tous avec le protocole. Le produit, ce sera pour la prochaine fois. Allez tester sur testnet.av.com et allons manger. Et un tout petit truc, et je laisse ce slide pour la fin, on recrute, on a une position full stack. Si vous voulez construire l'avenir de la finance décentralisée avec nous, il y a tellement de choses à faire, on n'est pas assez. Venez nous rejoindre. Je suis chaud. Et les questions-réponses devant une partie. Alors oui, il y a des pizzas, mais... Ah non, c'est pas fini, pardon. C'est pas fini. Toutes mes excuses. Désolé, mais je vais faire assez rapide. Je sais pas si j'ai aidé. Donc ouais, je reviens vous voir pour vous faire petite présentation rapide sur cette fois-ci, sur ma deuxième casquette. Donc ma deuxième casquette qui se passe à Londres où je contribue à un projet qui s'appelle Monolith. Je précise au passage, j'avais une table là-bas, vous avez des stickers dessus. Servez-vous, faites-vous plaisir, c'est pour vous. Et donc c'est vraiment juste, on a tous faim, on va être rapide. Et puis vous commencez à connaître de toute façon maintenant, non? Donc en bref, nous on résout un problème à la fois simple à considérer mais dur à solver, qui est qu'un problème double en fait, c'est comment j'utilise mes cryptos aujourd'hui, comment je vis avec mes cryptos aujourd'hui. Et pourquoi c'est double? Parce qu'en fait, il y a deux problèmes derrière ça. Il y a un problème de sécurité / mobilité, c'est-à-dire il faut que vous ayez vos cryptos sur vous pour pouvoir les dépenser à tout moment. Et il y a un problème d'utilisation, c'est que même si vous avez vos cryptos sur vous et que vous pouvez les mobiliser en une seconde avec votre téléphone, bah, votre boule en verre, elle n'a peut-être pas des bitcoins, quoi. Du coup, comment on fait? Nous, on a une solution au final assez simple. Ouais. J'aurais juste dit qu'il y a peut-être aussi un troisième problème. Ouais, bien sûr. Qui est que tu n'as pas envie de dépenser ton bitcoin quand il est à 8 000 si tu penses qu'il va aller à 20 000. Alors, ça, oui, c'est le côté plus spéculatif. Oui, on le couvre aussi d'ailleurs à terme, on y arrive. Donc en fait, nous, on a une solution, pardon, j'ai dit Bitcoin, mais je vais être explicite. On est sur Ethereum seulement. Ce qu'on fait, en fait, n'est pas possible sur Bitcoin parce que les smart contracts de Bitcoin sont trop simples pour supporter ce qu'on fait avec le wallet. En fait. Et puis, il n'y aurait pas tellement d'intérêt dans l'immédiat. Donc bref, on a un wallet, donc un portefeuille qui est sur votre téléphone pour stocker vos cryptos sur Ethereum. Il y a des spécificités techniques vraiment intéressantes sur ce wallet. En gros, c'est ce qu'on appelle un smart contract wallet. Donc on utilise un smart contract, les fameux que vous avez entendu parler, qui sont utilisés sur Uniswap et sur tous ces services-là. Nous, on utilise un smart contract pour stocker vos fonds. Et du coup, ça permet de mettre une logique de sécurité supplémentaire sur comment vos fonds sont accédés. Et en fait, c'est vous-même qui définissez grâce à l'app votre logique et vous dites pas plus de 5 Ethers, quitte mon wallet chaque jour, telles adresses, elles ont le droit de le dépasser cette limite, ainsi de suite. Donc, un wallet sécurisé sur mobile, dont vous êtes le seul à avoir le contrôle, et une carte de crédit qui est pairée avec, et vous passez de l'un à l'autre en une trentaine de secondes. Donc, elle est juste là. Si vous voulez la voir en vrai, n'hésitez pas à venir me voir, mais on va la voir en action, en fait. Donc ça, c'est les deux composants que vous allez utiliser. Après, il y a deux choses qui sont plus à un niveau presque philosophique, j'ai envie de dire, que vous interagissez avec aussi, mais c'est plus pour, en gros, répondre les deux premiers points, répondre d'un point de vue fonctionnel, donc de vous donner l'accès à vos cryptos partout, il n'y a pas besoin de faire confiance à personne, vous pouvez les dépenser. Là, on répond plus à des besoins relationnels, j'ai envie de dire, dans le sens où, en gros, ok, c'est cool, j'ai ce nouveau service auquel j'ai pas besoin de faire confiance pour dépenser mes cryptos, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est un meilleur service d'un point de vue contribution à la communauté, quoi. Et donc là, c'est plus les points auxquels on répond. En fait, on a réfléchi à comment faire en sorte qu'on puisse partager avec nos utilisateurs un peu du succès de ce qu'on vient sur la carte, avec bien sûr des thématiques de ne pas être une sécurité et des choses comme ça. Donc on a un mécanisme au final assez simple. Donc, à chaque fois que des gens utilisent une carte Monolith, il y a un top-up qui est fait, il y a un petit montant, si je n'utilise pas notre propre token, le TKN, qui va dans ce fameux coffre. Et ce coffre, il n'appartient pas à nous, on n'y touche pas, on n'a pas le contrôle. Il appartient tout simplement aux gens qui possèdent des TKN. Et donc, les gens qui possèdent des TKN peuvent les détruire pour récupérer ce qu'il y a dans le coffre. C'est un mécanisme. Donc, si vous avez des TKN, vous pouvez recharger votre carte à moindre frais. Et en même temps, vous avez ce claim, je ne sais pas comment dire, vous possédez ce qui est contenu dans ce chest, donc qui correspond à 1% des montants qui transisent sur la carte. Voilà, c'est le nœud du Monolith Wallet.
Je vous propose d'aller voir par vous-même, en fait. C'est sur les 2 stores. Ça prend 2 minutes de déployer un wallet et ça prend environ 5 minutes de commander une carte. Et après, vous êtes prêt pour vivre dans le futur. Et alors, attends, par contre, là, parce que du coup, on va faire les bonnes petites pizzas qui sont sur la table. Votre commande en live. Non, pardon, on les a payés ce matin parce que c'était une demande du vendeur. Mais on a fait en sorte que vous n'ayez pas à nous croire sur parole. Donc à gauche, vous pouvez voir mon wallet. Où, en fait, ce qui se passe, c'est que je vends des TKN pour mettre donc TKN, c'est le token anonymous. Donc je vends un certain nombre de TKN, 1875 TKN, 450 GBP pour charger ma carte. Et ce qui se passe ici, vous voyez. Donc bien sûr, ça a été fait avant, puisqu'il faut charger sa carte en payer. Ouais. Mais grosso modo, entre le moment où vous avez la checkmark et le moment où vous avez la balance prête sur votre carte, il faut compter 30 à 40 secondes en fonction de l'état de la réseau. On n'a pas pu faire un sans contact parce que c'était un montant trop important, donc c'est cheap. Et voilà. On a aussi mentionné, je ne sais pas son nom, vendeur. Sergio, voilà. On lui a mentionné à Sergio qu'on était en train de le payer avec la monnaie magique de l'Internet, mais on l'a rassuré quand même qu'il allait avoir des euros dans son compte en banque. Et du coup, ça lui allait très bien. Et un peu de US. On lui a dit qu'elle allait être une star aussi. Et voilà, bon, là c'est juste pour vous montrer un peu. Voilà. Ah oui, ça c'est peut-être important, enfin pas, mais ça arrive dans une boîte que tout le monde nous dit qu'elle est magnifique. Hélas, je ne vous ai pas ramené de boîte ce soir, mais voilà, c'est dans le même thème que les stickers que vous pouvez voir, les personnages, que tout ce petit univers graphique que vous avez là. Donc voilà. J'ai demandé. Donc ça c'était le point alors attends, et non, on a une mauvaise version des sites, pardon. Donc il restait juste, je ne sais pas si, est-ce que vous avez été beaucoup à vous inscrire sur le Typeform pour le concours? Damn. Désespoir. Ouais, vous voulez pas peut-être on retourne là-dessus? Un truc. Je prends des questions si tu veux. Ouais. Je pense que c'est sympa que tu expliques comment en fait le smart contract il interagit avec Visa, les paiements. Quoi. Le côté paiement, ouais, ça je peux. Super bon. C'est vrai qu'on est bon. Alors je vous remets ça juste pour la loterie TKN. N'oubliez pas les gars, un Typeform, vous scannez, vous me balancez une adresse Ethereum, un pseudo, et vous pouvez gagner $50 juste pour ça. Vraiment. Ah, pardon. Non. Celui qui attrape le chat, il gagne le TKN. Et on n'oublie pas aussi qu'il y a la même pour aussi le meilleur tweet. Donc si vous tweetez avec DeFi France, non, ça marche pas? On peut le partager, je pense. Ah, damn. Arthur, je te laisse. Pour les chaises. Ouais, il y a un petit chat qui se promène. J'espère que ça marche. Sinon, on vous proposera une solution alternative. Et donc, pour le. Ouais. Je pense que ça peut être intéressant. Ouais. Ouais, juste une chose, si vous partez, prenez vos chaises avec vous et repliez-les à l'entrée. Ouais, il y a Arthur qui va réceptionner les chaises. Du coup, pour le smart contract en soi, je sais, mais ouais, l'explication générale. Je pense que c'est super, moi je trouve ça super intéressant. Non, c'est la partie la plus fascinante du projet. Quoi. Mais bon, on peut en parler un peu. Voyons voir. Donc en fait, oui, c'est un peu ce qui a motivé le choix d'un smart contract wallet au-delà de la sécurité. C'est qu'en fait, on a des thématiques de comme on n'a pas accès à vos fonds, on est non custodial, on peut se retrouver dans des situations où vous proposez une certificat, on a besoin d'accéder à vos fonds. Et on ne veut pas le faire. C'est un nom du système, on n'a jamais accès à vos fonds. On pense à des choses du style actuellement, la carte, il faut que vous la chargiez en amont pour pouvoir l'utiliser, comme vous avez vu le top-up là. On est en train de travailler sur une carte de seconde génération qui, elle, à chaque fois que vous initierez un paiement, va aller faire le top-up elle-même. Mais du coup, si elle fait le top-up elle-même, ça veut dire qu'à un moment donné, elle va chercher dans vos fonds. Mais ce qui se passe concrètement, c'est qu'elle ne va pas chercher dans vos fonds, c'est que vous préautorisez un certain montant, journalier ou autre, grâce au contract wallet. Et c'est ce genre de choses qu'on peut faire, je pense, qui sont intéressantes. Mais tu n'as pas parlé du fait qu'on vendait les tokens. Ouais. Ouais, alors ça, après, on peut faire un petit démo, mais grosso modo, quand tu vends le token dans la. C'est parce que. Ouais, mais en général. C'est pour ça que tu parles d'un paiement Visa Mastercard sur Swift, tu es arrivé avec.
vous pouvez faire ça. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que nous, on se connecte à plein d'écrans actifs décentralisés. À ce niveau-là, on est à et quand vous commencez un top-up dans l'app,